J'ai un peu la voix qui porte. Non mais au début on m'avait proposé de faire une discussion sur le syndicalisme, etc. dans la période et autres. Étant syndiqué, je trouve que c'est pas très intéressant. Après, bon, moi j'ai pensé je me suis dit on pouvait essayer de faire une discussion un peu globale dans la période, c'est-à-dire de cette question qui un peu nous turlupine toutes et tous et qui nous anime toutes et tous, c'est-à-dire de à quel moment, si je peux résumer, à quel moment ça va péter en réalité et comment on va s'organiser. Ah super. 1, 2. Et comment donc on va s'organiser? Donc du coup, ce que je vous propose pour essayer que ça ressemble réellement à un débat, et moi je suis pas conférencier ni sociologue ni autre, mais vous donner un peu ma vision de la situation et d'essayer de partir un peu de ce qui se passe et d'essayer d'aborder la période à venir, en tout cas, surtout sur les différents aspects, notamment la question du mouvement ouvrier et de partir notamment des dernières séquences qu'on a eues. On a une période là actuellement, ça échappe à personne, où il y a une crise sanitaire qui est d'ampleur. Il y a une crise économique aussi qui est en train de s'accélérer, notamment en France. Il faut savoir par exemple... Ça c'est des batteries. Force à pousser la voix, ça va. Il y a... Hein? Ouais. Mais ça demande de l'énergie, frère. Hein. C'est parce que toi, tu marches avec ton drapeau, c'est pour ça. Mais on est dans une période, en fait, il faut savoir, par exemple, l'UNEDIC a expliqué que dans le premier semestre, il y a eu 700 000 chômeurs de plus en France. Et d'ici la fin de l'année, on va connaître quasiment plus d'1 million à 1 200 000 chômeurs de plus. Et notamment, on voit à quel point, que ça soit par exemple actuellement à Marseille, ce qui est en train de se passer autour des petits commerçants, les indépendants et autres, les restaurateurs, les barman et autres qui sont en train de se mobiliser. C'est un truc déjà, on est en train de vivre quasiment depuis 4 ans. Nous, ce qu'on qualifie, c'est que l'ensemble des secteurs de la classe ouvrière sont sortis. C'est-à-dire en 2016, on avait notamment la jeunesse et tout le secteur des bastions du mouvement ouvrier, notamment dans le secteur privé, c'est-à-dire la métallurgie. Si vous vous souvenez, celles et ceux qui ont suivi notamment en 2016, il y avait la capitale de la grève contre la loi El Khomri, c'était Le Havre. On disait le port du Havre et notamment les dockers du Havre qui faisaient quasiment plus de 30 000 personnes sur le pont du Havre en fait qui étaient rassemblés. On disait que c'était notamment la jeunesse à travers les universités qui étaient bloquées. Certains ont pu connaître aussi à ce moment-là de la même manière mais de manière différente salut Fatima, ça va? Très bien. Nuit debout qui était à ce moment-là qui s'était installée et on a eu toutes ces entreprises-là de la métallurgie, notamment les fameux raffineurs en 2016 de Grand Puy et d'ailleurs. En 2018, on a eu l'événement et Ah, merci. 1, 2. Ça, c'était en 2016. En 2018, on a eu ce qu'on qualifie, et ce que la plupart des spécialistes qualifient du mouvement le plus subversif de l'histoire de la Ve République, à savoir le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes qui a frappé tout le monde par sa spontanéité et par aussi sa puissance et sa radicalité, non pas de personnes dont la bourgeoisie avait l'habitude de voir la réaction, mais de toute une couche de la société, notamment de la classe moyenne, de cette classe moyenne paupérisée, de celles et ceux qu'on entendait dans les différents médias qui expliquaient qu'ils ne pouvaient plus se nourrir correctement, de femmes précaires qui étaient des mères isolées qui expliquaient qu'elles devaient parfois faire un seul repas dans la journée pour que leurs enfants puissent se nourrir correctement. On a vu toute cette société-là, en fait, cette société hétérogène, ces prolétaires, mais pas que, parce qu'il y avait aussi des petits indépendants, il y avait aussi des petits patrons qui souvent avaient plus le rôle de salariés précaires, parce que beaucoup disaient qu'ils n'arrivaient pas à se dégager un SMIC et qu'ils étaient à faire des heures pas possibles. Et notamment pour essayer de remettre les projecteurs sur ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, et peut-être même dans le débat, de discuter un peu de tous les différents mouvements et des coalitions qui peuvent se faire et de comment on pourrait essayer de s'organiser pour demain. Moi j'ai été dans le mouvement des Gilets jaunes, la première fois c'était le 24 novembre,
Et puis derrière, j'ai eu la chance, et pour moi c'est un honneur d'être là le 1er décembre sur l'avenue des Champs-Élysées, de voir que d'un côté, il y avait écrit « Les Gilets jaunes triompheront » et de l'autre côté, « Justice et vérité pour Adama ». Et je trouvais que c'était une combinaison assez intéressante en fait dans une période où on disait que notamment les Gilets jaunes, c'était que des fachos et des petits patrons, et que notamment d'un autre côté, on avait toute cette gauche réformiste et petite bourgeoise qui n'était pas habituée à connaître des mouvements aussi radicaux et spontanés. Et de l'autre côté, on avait aussi, et moi j'ai pas honte de le dire en tant que syndicaliste, il y a aussi une bureaucratie syndicale qui perd de son hégémonie. Et cette hégémonie-là, en réalité, des directions syndicales et pourquoi le mouvement syndical n'a plus autant d'impact qu'il pouvait avoir dans les dernières décennies, il peut s'expliquer de plusieurs raisons. Mais très récemment, c'est pas très intéressant en tout cas pour l'heure de discuter de l'histoire du mouvement syndical, mais de comprendre le rôle là des syndicats et de ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que Macron, il y a un article dans Le Monde qui disait le macronisme est un ravificateur, écoutez bien les camarades, le macronisme est un ravificateur de lutte de classe. C'est quand même incroyable. Quand même, c'est quelqu'un qui, entre le mouvement des Gilets jaunes et la grève de la réforme des retraites, qui a été la grève historique, c'est-à-dire qu'elle a duré plus de 60 jours dans les transports publics, au-dessus de 95, au-dessus de 86 et autres, il y a quand même quelque chose à essayer de creuser. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur-là, qui était banquier chez Rothschild, qu'est-ce qui fait que, à travers la politique qu'il déploie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de colère et il y a autant de secteurs différents? On peut ajouter l'événement historique du 2 juin et du 13 juin dernier à l'appel du comité Adama. C'est la première fois qu'on a une organisation antiraciste venue des quartiers populaires qui a déplacé autant de monde et qui est indépendante du régime en place. Parce que pour celles et ceux qui suivent notamment et qui ont suivi un peu le mouvement antiraciste, et notamment dans les années 80, autour de la marche des beurs, etc., autour de SOS Racisme, SOS Racisme, c'est le Parti Socialiste, c'est-à-dire c'est le régime en place. Et c'est la première fois notamment qu'on a eu un collectif, une organisation des quartiers populaires, en fait, sans appareil, sans personne derrière, qui a réussi à déplacer énormément de jeunes des quartiers populaires, mais également des jeunes, on va dire, de l'extrême gauche parisienne, des lycéens, des étudiants, des facultés, etc., qui se sont liés notamment sur la question de justice et vérité pour Adama, mais qui se sont aussi émus de la mort de George Floyd, la manière dont les Noirs sont traités en France et ailleurs. Et ça, c'était quelque chose qui était important, enfin, de voir que Castaner, il n'a pas dit une seule fois un mot vis-à-vis des Gilets jaunes. Rappelez-vous, il disait qu'il considérait que ça n'existait pas les violences policières et qu'il n'y avait aucune violence policière, que les deux manifestations du comité Adama obligent Castaner à prendre position sur l'état de l'institution policière, qui, moi je le dis au demeurant, l'institution policière, les amis, est une institution coercitive de l'état bourgeois. Quand je vous donne un exemple, moi je suis cheminot, je suis ma ministre, mon ministre c'est qui maintenant? C'est Djebari, c'est... Enfin bon, c'était Elisabeth Borne, mais peu importe. Il y a 4 fonctions principales dans la fonction publique. Il y a les transports, il y a l'éducation nationale, la santé et tout ce qui a à faire au ministère de l'Intérieur. Sur les 4 secteurs que je vous ai cités, il y en a un dont le ministère est toujours debout et toujours le principal porte-parole des gens qui sont en dessous de lui, à savoir l'institution policière et l'institution pénitentiaire. Agnès Buzyn n'a jamais parlé correctement et n'a jamais été du côté du personnel de la santé. Elisabeth Borne n'a jamais été du côté des cheminots et de la RATP, elle nous traite même de salauds de grévistes et de preneurs d'otages. Et au niveau de l'éducation nationale, s'il y a des profs ici et aussi des étudiants, des lycéens, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas Jean-Michel Blanquer qui soutient l'éducation nationale et les professeurs. Mais qu'est-ce qui fait que cette institution-là, elle a aussi un rôle? Lénine disait une phrase qui, pour moi, résume ce que c'est. Il disait que l'État bourgeois, il repose sur 2 institutions centrales. La première, c'est l'institution policière et la deuxième, c'est l'institution carcérale. Sans ces 2 institutions-là, l'État bourgeois, enfin, chers amis, s'il n'y a pas un keuf dans la rue, rassurez-moi, on pourrait aller à l'Élysée en métro, en marchant. Il n'y a personne qui vous arrêtera sur le terrain. Si tu as besoin d'aller à l'Élysée ou de rentrer dans l'Assemblée nationale, si tu n'as pas un gendarme ou un policier ou un garde républicain nulle part, tu peux rentrer, tu peux attraper Balkany par le callback et lui dire « je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire ». C'est pour vous montrer en fait quel est leur rôle. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont réprimé autant le mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce qui fait qu'ils
s'exerce sur les quartiers populaires? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont réprimé les cheminots et les agents de la RATP durant la réforme des retraites? Qu'est-ce qui fait qu'ils soulèvent les piquets? C'est quand même assez incroyable. Tu es devant ton outil de travail. C'est comme si tu te dis, est-ce que toi tu fais grève, tu soulèves les policiers devant le commissariat, tu les empêches de rentrer. Bah eux, ils t'empêchent de rentrer dans ta fac à Tolbiac, ils t'empêchent de bloquer ton dépôt de bus, etc., etc. Et notamment, il y a un bourgeois par excellence, et de temps en temps, il faut écouter un peu ce que les bourgeois disent, parce que ça nous donne quelques pistes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Raymond Soubi, qui était l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy. Raymond Soubi, il a dit en 2017 à Emmanuel Macron, attention monsieur Macron, avec votre politique, en fait, vous allez vous couper de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, notamment les directions syndicales, et vous allez vous retrouver avec une base complètement radicalisée du fait que vous avez décrédibilisé ceux d'en haut. Et il a bien compris, en fait, la situation. Et c'est ça qui fait que, quand tu as des gilets jaunes, ils viennent, ils disent on est asyndical. Et moi, je sais que les gilets jaunes, ils ne sont pas asyndicales, ils ne sont pas anti-ANAS, qui est un délégué de terrain sur le triage du Bourget. Quand ils disent asyndical, ils sont contre Philippe Martinez, contre Laurent Berger, etc., etc. Ils le disent avec leurs mots. Et moi, je n'en aurais jamais voulu. Je suis pas un con pour dire ah il a dit un syndical. Alors ça veut dire moi ils m'aiment pas le petit militant. Quand j'entendais un syndical, je comprenais qu'ils étaient contre la trahison du mouvement ouvrier, qu'ils étaient contre la négociation du poids des chaînes, etc., etc. Et je pense que nous, à la base, dans le terrain, quand on tient les piquets, les assemblées générales, nous on disait cette phrase durant le mouvement contre la réforme des retraites. On disait on n'a pas besoin de Berger parce qu'il n'y a pas de moutons dans cette grève, et notamment on n'avait pas besoin que Laurent Berger négocie pour nous le poids des chaînes alors qu'il n'appelait même pas à la grève. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable, et je pense que à minima les gilets jaunes ils avaient le droit de faire en sorte de ne pas vouloir que leur mouvement il soit récupéré et négocié par des dirigeants syndicaux qui n'ont rien fait pour eux, voire même pire, ils les ont dénoncés les amis, le 6 décembre 2018, 5 jours après le 1er décembre, ce qu'on appelait la prise de l'Arc de Triomphe. Le 6 décembre, l'intersyndicale, excepté Solidaire, heureusement, parce que je ne vous raconte pas le bordel qu'on aurait fait à Solidaire si Solidaire avait signé ça, mais l'intersyndicale a fait un courrier qui dénonçait la violence des gilets jaunes le 1er décembre. C'est incroyable quand même, tu dis des dirigeants du mouvement ouvrier qui dénoncent les directions le mouvement des gilets jaunes. On devrait s'en satisfaire, en réalité on devrait l'appuyer et l'élargir. Nous on appelait de nos voeux le 24 novembre, imaginez juste ces scènes-là de l'avenue des Champs-Élysées, si vous y mettiez 20 000 cheminots, 30 000 cheminots, des dockers, des métallos, des professeurs, des facultés qui déboulaient de toutes les avenues, des lycéens, etc. En plus de cette France périurbaine, ces petits intérimaires, ces caristes, etc. pour qui c'était le premier mouvement en fait, et qui ne connaissaient pas de slogan sinon la Marseillaise. Et non, on disait aux gens, ça ne nous dérange pas leur Marseillaise. Moi la Marseillaise qui me dérange, c'est celle de Marine Le Pen. C'est celle-là qui me dérange. Mais le gars qui connaît rien d'autre que la Marseillaise parce que il pense que c'est un slogan, machin, il faut discuter avec lui. Aujourd'hui, vous avez vu que les Gilets jaunes, avec l'expérience dans la lutte des classes, ils chantent quoi? Ils chantent on est là, même si Macron ne le veut pas, pour l'honneur des travailleurs. Ça montre déjà que les fachos, ils chantent pas pour l'honneur des travailleurs, ils n'en ont rien à faire, les fachos, de l'honneur des travailleurs. Et les petits patrons, ils n'en ont rien à faire non plus de l'honneur des travailleurs. Donc ça réglait toutes ces questions-là. Et il faut savoir que cette chanson, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est les cheminots qui l'ont écrite le 1er décembre. Hein? Moi je suis fier que c'est pas nous, on n'est pas les créateurs, c'est le RC Lens qui avait chanté cette chanson le moment de la descente du RC Lens. D'accord? En mode on est là, on est les supporters, on est là. Et nous en fait, pour raconter vite fait la petite histoire, le 24 novembre, on chante on est là, même si vous ne le voulez. Attends. On est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Ça, du coup, c'est la version remasterisée. La version qu'on chante le 24 novembre, c'est on est là, même si vous ne le voulez pas, nous on est là pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots, nous on est là. C'était une chanson qu'on chantait durant la réforme du ferroviaire en 2018, de mars à juin, pour ceux qui se rappellent la fameuse grève perlée, là, les 2 jours de grève, une merde sans nom que nous a imposé la CGT cheminot pour pouvoir peser sur les négociations comme il disait. Et en tout cas, on aura appris que c'était bien de la merde et au moins on ne le refera plus.
Et on arrive le 24 novembre. Ouais, déjà, nous, t'es habitué au camion de la CGT, de Sudrail et compagnie, tu sais, avec les merguez et la house et, tu vois. Déjà, nous, ça commence à 14h30, hors taxe, 16h TTC avant de décoller de République, tu vois. Et déjà, t'arrives le 24 novembre à 8h30, déjà, il y avait déjà des Mercedes et des Porsche qui brûlaient au milieu de l'avenue de Friedland. Les gens, ils n'avaient pas dormi de la nuit, ils sont venus, ils n'avaient pas le temps. Et du coup, on chante ça et on voit les gars, ils nous regardent. C'est quoi ta chanson de merde là, les cheminots Eh là, camarade, c'est pas les cheminots là, c'est le peuple. On se dit merde, bon. Et il y a un camarade le 1er décembre, Philippe, et il faut lui rendre hommage parce que peut-être l'histoire ne retiendra pas son prénom, mais au moins vous le savez ici. C'est un camarade qui s'appelle Philippe, qui est agent de maintenance au Technicentre du Landy, qui me ramène un petit bout de papier et qui me dit tiens Anas, regarde, j'ai tricoté en fonction pour changer les paroles. Et c'est moi le premier avec le mégaphone Saint-Lazare qui entonne le truc. Et c'est pas repris. C'est pas repris, il n'y a que nous qui le chantons. Et après, 3 semaines après, quand on entend les gilets jaunes qui le reprenaient comme ça, on n'était pas beaucoup. Donc si au moins on a pu transmettre ce petit truc-là, c'était pour nous quelque chose d'important. Mais pour recentrer, au-delà de cette anecdote-là, le mouvement des gilets jaunes, il a eu un impact au-delà de sa massivité, mais aussi sur l'impact vis-à-vis de la bourgeoisie et de son comportement. Il faut savoir par exemple, celles et ceux qui l'ignorent, le 7 décembre, on apprend que Brigitte Macron visite le PC Jupiter, c'est le bunker qui est en dessous de l'Elysée. C'est un bunker qui n'a pas été visité depuis quasiment 30 ans, qui est en bas de l'Elysée, et que Brigitte Macron fait vider parce qu'ils entendent à travers les renseignements généraux que des plans d'évacuation des égouts autour du quartier de l'Elysée sont en train de circuler dans les boucles des gilets jaunes. Imaginez la tétanie et la peur de la bourgeoisie à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils pensent que les gilets jaunes, qu'il y a des êtres humains qui vont débarquer par les égouts, et c'est le manque de... Déjà, ils nous prennent pour des rats, et ils pensaient qu'il allait avoir 3000 gilets jaunes qui allaient, mais c'est pas suffisant. Donc, ils ont nettoyé le PC Jupiter pour pouvoir s'y planquer, ils ont mis plus de 2500 forces de l'ordre autour du quartier de Matignon et de l'Elysée. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a eu la prise de l'Arc de Triomphe ce jour-là. Il y a notamment un commandant, il a dit on a préféré couvrir le quartier présidentiel plutôt que l'avenue des Champs-Élysées, ça a été une erreur. Et ça, si c'était pas suffisant, les amis, on apprend qu'il y a l'hélicoptère présidentiel dans la cour de l'Elysée, prêt à exfiltrer le président de la République si les gilets jaunes arrivaient à atteindre l'Elysée. Imaginez tout ce qu'ils ont mis, essayé de mettre en place, tellement ils étaient tétanisés. Ils se sont pas dit 2000 gendarmes et forces de l'ordre, c'est suffisant. Ils ont rajouté le PC, le bunker, plus l'hélicoptère en fait pour pouvoir l'exfiltrer. Et cette réalité-là, elle montre à quel point le mouvement des Gilets jaunes, peu importe ce qu'on en pense aujourd'hui, peu importe ses limites et les difficultés qu'il éprouve aujourd'hui, il aura impacté au-delà même de l'Hexagone, que ce soit en Équateur, que ce soit en Chili, au Chili, en Algérie et ailleurs. On voyait, il y avait aussi ces slogans qui disaient de Alger à Paris, etc. Même combat contre Macron et Bouteflika. C'était primordial en réalité de voir que parfois, tu n'es pas obligé de gagner. C'est très bien quand on gagne, mais ce qui est important, c'est aussi quel impact on arrive à transmettre. Et je pense que ce mouvement-là des Gilets jaunes, il a participé à ce qui s'est passé au niveau international et il participe aussi à ce qu'on a vécu dans la dernière séquence, notamment de la réforme des retraites et de sa radicalité. Et dans la période, les amis, pour aller sur la conclusion et permettre d'ouvrir le débat, on vient de vivre une crise sanitaire et un confinement d'ampleur. Les éditorialistes bourgeois, ils ne pouvaient même plus cacher, et même le président de la République, les héros de première ligne et de seconde ligne. Il y a un éditorialiste qui s'appelle, que moi je cite souvent, il s'appelle Dominique Seux. Ceux qui regardent la télé, il passe sur LCI ou France Inter. Dominique Seux, c'est un éditorialiste bourgeois de ces bourgeois. Mais écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, on se rend compte que dans cette période de confinement, à quel point ce sont celles et ceux qui sont les plus précaires, les plus au bas de l'échelle, qui sont les plus nécessaires pour la survie de l'humanité. Et il dit, Bruno Le Maire annonce une prime pour celles et ceux qui ont travaillé, mais cette prime paraît si dérisoire, mais c'est une revalorisation des salaires qu'il va falloir. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est conscient du rôle de la classe ouvrière à ce moment-là. Et notamment, depuis ce confinement-là, on peut y comprendre énormément de choses. Que ce soit les violences faites aux femmes,
que ça soit la répression dans les quartiers populaires et les inégalités sociales et raciales, chers amis. Des statistiques importantes. L'INSEE s'est basé sur les certificats de décès des morts du Covid-19 et des lieux de naissance des morts du Covid-19. En Île-de-France, les personnes qui étaient nées dans un pays africain ont eu plus de 350% de taux de mortalité supérieur à quelqu'un qui est né en France. Une personne qui est née dans un pays du Maghreb a eu plus de 250% de taux de mortalité supérieur à une personne née en France durant la période du Covid-19. Moi-même, chers amis, j'ai perdu mon beau-père après 1 mois de réanimation. Et vous pouvez faire un peu de bruit pour mon beau-père, s'il vous plaît. Et ça donne de la force parce qu'on sait contre qui on se bat et on sait les ennemis qu'on a et on sait que moi je ferai tout pour que sa mort ne reste pas comme ça impunie parce que je pense qu'ils ont du sang sur les mains et que leur gestion elle a été criminelle, pas catastrophique ni quoi que ce soit, mais ils ont tué les gens, ils ont laissé les gens mourir et ils font rien du tout encore aujourd'hui. Et ce que je disais les camarades, moi je le voyais autour de moi, il y a un ami à moi qui habite à Aubervilliers, il m'a dit Anas, dans mon bâtiment, on a perdu 10 darons. Il m'a dit 10 pères de famille qui sont morts. Pourquoi la différence en fait? C'est parce que tu vois qu'il y a une élite de la bourgeoisie qui a pu se sauver dans les maisons de campagne, pour qui, au demeurant, le confinement, il était plutôt sympa. Alors on voyait les TikTok entre ceux qui faisaient du violon et du piano, etc., les gens qui ont redécouvert le sport, qui ont redécouvert la cuisine, et tu avais de l'autre côté des camarades à moi, de conducteurs du RERD, ils disaient Anas, quand tu arrives à Gare Charcel, au nord de Paris, à 5h30 du matin, tu te dis le quai il est blindé, mais il n'y a que des femmes de ménage, il n'y a que des agents de sécurité, des caissiers, des caissières, toutes les personnes qui travaillent dans les livraisons, et ces gens-là, ils ne savent même pas c'est quoi le confinement en réalité. S'il y avait un 2 poids 2 mesures, et ils disaient quand tu finissais en bas, à Fontainebleau, bah tu faisais le quai, il était à vide, personne descendait, personne ne montait. Ils disaient c'était incroyable en fait à quel point, et il disait cette phrase-là que la ligne D, c'était un révélateur des antagonismes de classe entre ceux qui travaillaient et ceux qui étaient confinés chez eux, ou à minima qui faisaient du télétravail ou autre, et notamment dans certaines autres professions. Et c'est important ce que je vous dis les camarades pour comprendre en fait c'est quoi la suite. On a vu à quel point en fait que ce capitalisme et ce système bourgeois en réalité, il nous envoie à la dérive toutes et tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a appris que si on ne meurt pas des guerres impérialistes de la bourgeoisie, pour des intérêts du capital, pour des intérêts des grandes entreprises et autres, aujourd'hui, on finit par mourir des crises climatiques. Qu'ils le sachent, la Terre n'est pas en crise, le climat n'est pas en crise, le climat ne s'auto-détruit pas de lui-même, on le détruit. 57% des émissions de gaz à effet de serre, c'est de l'effet de l'agro-business. 71% du fait que l'écosystème dans les mers soit vide et détruit, c'est l'effet de la surproduction et de la surpêche notamment. Des gros tankers qui viennent vider les océans, qui tuent des baleines, des requins, des dauphins, etc. Et on rejette tout ça à la mer. C'est ça les conséquences. C'est qu'il y a des buildings à Dubaï qui sont vides, qu'on construit en allant raser des îles en Malaisie pour pouvoir récupérer le sable, pour pouvoir construire ces buildings qui derrière sont climatisés H24 alors qu'il n'y a personne dedans. C'est ça le problème. Il n'y a pas une crise de la Terre, il n'y a pas une crise climatique, il y a une crise qui est celle du capitalisme en fait et de ses conséquences et de la dégénérescence que ça produit notamment sur la société. Et ce ne sont pas eux qui meurent de ça et ce ne sont pas eux qui payent le premier tribut de ça, c'est les prolétaires et c'est celles et ceux qui sont en bas. C'est notamment lorsqu'il y a la catastrophe Katrina, c'est encore des milliers et des milliers d'Américains dans cette zone-là qui sont aujourd'hui à la rue en fait et qui n'ont jamais pu reconstruire leur maison. C'est la plupart des démographes et des spécialistes de l'écologie disent que d'ici 20 à 30 ans, il va y avoir quasiment plus d'1 milliard de personnes qui vont être forcées de se déplacer des suites, des conséquences de la crise climatique. Et je le disais, si c'est pas les guerres, si c'est pas les crises climatiques, eh ben on a appris que maintenant tu pouvais mourir d'une épidémie. C'est pas le pangolin le responsable. Le responsable, c'est le capitalisme qui fait que, avec la destruction de la planète, le pangolin, à un moment donné, eh ben on ramène les maladies et les virus se déplacent. Et si ça, ce n'était pas suffisant, chers amis, on voit que le capitalisme, il finit par t'envoyer dans la précarité et dans la pauvreté. On est dans un pays qui est la 6e puissance mondiale, où il y a 9,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, plus de 6,5 millions de chômeurs, et d'ici la fin de l'année, 7,5 millions de chômeurs, 200 000 SDF,
où on a des jeunes précaires devant la fac de Paris 8 qui ont dû faire de la queue et parfois certains les larmes aux yeux en disant il m'a fallu 3 jours pour pouvoir essayer de récupérer quelque chose à manger parce que je n'avais plus rien, où on avait des sans-papiers qui étaient tétanisés durant le confinement, qui parfois certains pendant 1 semaine, 2 semaines disaient je n'ai bu que de l'eau, parce que vous imaginez la vie d'un sans-papier, déjà quand on est tout le monde dans la rue, ils sont en flip parce que c'est les seuls noirs et on va aller les taper, alors imaginez bien qu'un noir qui sort dans une période de confinement sans aucune attestation, la plupart ils finissaient en centre de rétention et malgré le confinement, les centres de rétention n'ont pas été fermés. Et c'est tout ça ce qu'a révélé la crise du Covid-19 et notamment de toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Et pour finir, quelques phrases et pour ouvrir un peu le débat, c'est quelle est la suite? Parce qu'il y a une atonie aujourd'hui, on se dit mais c'est bizarre, on a vu ces morts, on a vu ces gens, on a vu ces entreprises qui sont en train d'annoncer des licenciements, on a vu ces entreprises qui ferment, et de l'autre côté on annonce 5 milliards pour Renault, 15 milliards pour Intel, on va fermer le site de Bridgestone à Béthune. Bridgestone à Béthune a pris 4 millions d'euros. 4 millions d'euros de l'impôt du contribuable. Et ils ferment quand même, ils suppriment 800 emplois. Airbus, c'est pareil, ils vont supprimer des emplois. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas une révolte? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne sort pas? Chers camarades, ça va être aussi l'objet de la discussion, mais moi, ma vision des choses, c'est qu'on est dans une période où le gouvernement a pris des erreurs, et notamment des erreurs vis-à-vis des Gilets jaunes et de cette phrase que je disais de Raymond Soubi, de ne pas se couper des corps intermédiaires. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a vu, c'est le Ségur. Je ne sais pas si vous avez suivi le Ségur de la santé, cette négociation, cette trahison qu'ont fait les directions syndicales contre le personnel de santé, en fait, où ils n'ont même pas eu le droit à l'équilibre des salaires alors qu'on leur disait que c'était des héros qui méritaient des médailles. Et on a des directions syndicales qui ne disent rien aujourd'hui. Et ils ne disent rien non plus dans une période où en tout cas on ne les entend pas suffisamment, dans une période où on nous parle de séparatisme, où on nous dit que le problème des prolos, de vous tous ici, de l'étudiant précaire, son problème finalement, c'est la chicha à Saint-Denis et c'est la mosquée ou la personne qui pratique sa religion. Et c'est comment on va combiner ça? Moi en tout cas, chers camarades, je pense que dans la prochaine période, la vague de 2016, les secteurs du mouvement ouvrier, du secteur privé, la jeunesse, le secteur, on va dire, périurbain, hétérogène, cette classe moyenne déclassée qui n'arrivait plus à se nourrir et qui s'est retrouvée notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, accompagnée avec la fonction publique, les transports, la RATP, la SNCF, les professeurs, etc. Je pense que dans la prochaine période, on a la nécessité et l'urgence de s'organiser par en bas ensemble et d'avoir un programme et une stratégie qui ne réclame pas uniquement le RIC, qui ne réclame pas uniquement un petit peu d'augmentation de salaire ou une augmentation du SMIC ou la baisse du temps de travail, mais qui leur réclame tout, chers amis, tout, comme disait Lénine, et je terminerai là-dessus, notre seul ennemi, c'est celui qui vit du travail des autres, et nous, on est contre les personnes qui vivent du travail des prolétaires, et il faut être fier d'être des prolétaires, et il faut être fier de lutter pour l'ensemble des exploités et des opprimés, qui soient opprimés par des questions de racisme, par des questions climatiques, par des guerres ou par la famine, et il va falloir lutter en tout cas contre tout ça, et c'est la tâche, en tout cas, l'une des plus belles tâches peut-être qui peut nous animer dans les prochaines séquences et dans la prochaine période. Moi j'ai 33 ans et je serai fier en tout cas demain d'être sur les barricades à vos côtés et de lutter pour la révolution prolétarienne. Merci.